Voilà. Euh, Bonjour, chers amis téléspectateurs de Marketing TV Monde. Euh, voilà, je vous salue, bonsoir. J'espère que vous commencez une très très belle soirée, que vous avez déjà commencé à prendre votre dîner ou que vous l'avez déjà pris. Voilà. Donc je me connecte un peu de retard parce que le système de branding de Marketing TV Monde est très complexe et quelquefois ça nous fait un retard très très important. Mais voilà, on s'est battu pour être là, pour pouvoir le partager avec vous. Donc, si vous me le permettez, on va prendre une minute, le temps qu'il y ait quelques connexions, afin de partage aussi, pour qu'on puisse notamment commencer ce petit live. Et là, Bamba malheureusement n'est pas avec moi, mais je vais suivre sur mon ordinateur les réactions pour qu'on puisse notamment nous enrichir sur ce thème très intéressant qui concerne notamment la méthode AIDA. Merci. Alors, j'ai pas la chanson générique de Live Sec, malheureusement. Il est très fort dans ces choses-là, mais moi je suis super nul pour ça. Je crois qu'il a une très belle chanson générique. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, de la méthode AIDA. AIDA est très très utilisée. Je plaisantais un peu avec Live Sec qui me dit, mais AIDA c'est AIDA Souke, quoi. Voilà. J'ai dit que c'est vrai que chez nous, les AIDA ont une très très belle histoire. Certainement que, bon, voilà, AIDA Souke, c'est quelque chose d'absolument génial. Mais bon, alors, donc on va partager. Euh, voilà, hop là. On va partager directement. Voilà, vous pouvez partager aussi et surtout contribuer aussi. C'est bien que ça soit très interactif. Ces derniers lives que nous avons fait nous ont permis vraiment d'avoir de très très bons inputs, d'avoir de très très bons échanges parce que le savoir, c'est un savoir que nous partageons ensemble et on se rend compte que chacun a sa contribution, chacun peut apporter un plus et je crois qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Voilà, je vais partager sur une page. Voilà, je partage sur Avantage Consulting. Voilà, bien. Alors, j'espère que l'année a très très bien démarré. Voilà, je vous présente mes meilleurs voeux pour ce nouvel an 2021. Voilà. J'espère que ce sera une très très belle année. Une année en tout cas qui permettra de finir ou de terminer les difficultés qui ont commencé en 2019 et qui sont achevées en 2020. On espère que tout ce qui a été dit sur les risques sera contenu et que les vaccins seront très efficaces et que la maladie va disparaître. Ça, c'est ce qu'on souhaite de tout cœur. Voilà. Et bon, en tout cas, je suis en train de me dire que si on se bat bien, si on respecte les gestes barrières, ça va beaucoup marcher. C'est vrai aussi que peut-être que le Covid ne se développe pas beaucoup chez nous, mais la grippe est en train de faire des dommages énormes. Voilà. Mais bon, battons-nous, serrons-nous les coudes et je crois qu'on pourra très rapidement aller notamment vers de meilleures solutions. Voilà, bien. Je vais essayer peut-être, je ne sais pas si vous m'entendez bien aussi, je vais essayer d'amener un écouteur pour que l'écoute soit meilleure. Voilà, merci. Une seconde.
Alors, j'espère que l'écoute est meilleure. Je me suis rendu compte que le son n'était pas extraordinaire. J'espère que l'écoute est meilleure comme ça. Voilà, bien. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'échanger sur un modèle qui est très, très utilisé, notamment en communication. C'est notamment le modèle AIDA. AIDA, c'est un modèle, c'est vrai, dont on pense qu'au départ, c'est un modèle qui a été inventé pour la communication et la publicité, mais il faut comprendre que AIDA a été inventé au 19e siècle par un monsieur qui s'appelle Victor Schwab Apa, et qui en fait voulait trouver un modèle, une approche pour former ses commerciaux sur notamment les techniques d'argumentation afin de mieux convaincre la clientèle. C'est ça en fait qui justifie ce terme AIDA. Et donc il leur expliquait que quand vous êtes en clientèle, si vous voulez facilement convaincre les clients ou en tout cas avoir beaucoup de chances de les convaincre, il faudrait en fait comprendre que il y a un processus par lequel le client reçoit l'information et notamment va être séduit par ce que vous lui dites pour pouvoir notamment réagir. Hein. Et donc il avait dit c'est important quand vous êtes en face d'un client de gérer 4 éléments importants de manière successive pour pouvoir atteindre votre objectif. Et le premier objectif c'était en réalité l'attention. Donc quand on est en face d'un client, se battre pour qu'il nous porte une attention, qu'il porte une attention à ce qu'on est en train de dire. Deuxième élément, c'est susciter son intérêt. C'est-à-dire lui montrer en quoi ce que nous vendons a un intérêt ou peut être intéressant pour lui. Troisièmement, c'est notamment le séduire, c'est-à-dire l'amener à se dire que c'est exactement ce dont j'avais besoin, donc le séduire pour qu'il ait envie. Et le quatrième A, c'est la conséquence des trois premiers éléments de la démarche, c'est-à-dire quand on a l'attention, l'intérêt, le désir, la conséquence c'est l'achat. Ça, c'était une proposition de Victor Schwab Apa qui au départ était notamment faite pour développer une approche commerciale pour ses représentants commerciaux. Il va de soi que la méthode s'est beaucoup développée ensuite au début du siècle et même jusqu'après le milieu du siècle parce qu'il a été utilisé comme l'une des méthodes notamment qui étaient des méthodes très en vogue qui était ce qu'on appelle la méthode de la hiérarchie des effets. Ça, les travaux sur la psychologie avaient montré qu'il y avait un processus par lequel l'individu notamment retient l'information, l'analyse et prend une décision. Voilà. Et donc des gens comme Katz ont fait des travaux là-dessus pour montrer que le processus par lequel le client prend une décision passe par un filtre. Ce filtre, ça s'appelle l'attitude. Donc l'attitude, c'est la disposition d'un individu à agir envers quelque chose. Donc c'est ça l'attitude, d'accord? Et donc l'attitude notamment qui est ce filtre psychologique que nous avons tous et que vous avez certainement vu dans l'étude du comportement du consommateur comprend 3 étapes. La première étape, c'est la dimension cognitive. La deuxième étape, c'est la dimension affective. Et troisièmement, c'est la dimension conative. Et donc, les publicitaires et les spécialistes de la communication, il faut savoir que déjà en 1915 aux États-Unis, il y avait l'association des spécialistes de la publicité. Déjà en 1915, pour dire que la publicité était vraiment très très avancée aux États-Unis. Et donc l'idée, il y avait le développement des médias aussi, notamment le média télé, le média radio, ensuite le média télé, avant même ces histoires d'Internet, voilà. Et donc le média presse, c'était bien avant, voilà. Et donc ça permettait en fait de pouvoir communiquer directement à un public, voilà. Et dans cette phase-là, les publicitaires en fait se disaient c'est à nous d'aller convaincre notamment nos clients. Donc le client était censé être une unité statique ou en tout cas une unité qui n'interagit pas avec vous et qui reçoit les informations que vous lui donnez. Et c'est à vous de vous battre maintenant pour que dans le processus de fourniture de l'information que vous puissiez le séduire afin de le faire passer à l'acte d'achat. C'est pourquoi on avait pensé que la meilleure approche de conviction des clients pour les séduire, pour les amener à aller dans un point de vente, choisir votre produit ou en tout cas pour déclencher une envie d'acheter, on s'était dit que la meilleure manière, la meilleure approche, c'est de passer par notamment la méthode de la hiérarchie des effets. Et les effets, c'est quoi? C'est d'abord l'effet cognitif, ensuite l'effet affectif et en fin de compte l'effet conatif qui est la résultante des deux premiers effets ou des 2 premiers niveaux notamment de l'attitude. Voilà. Alors, donc l'idée c'est de se dire, quelqu'un n'achète pas ce qu'il ne connaît pas et ce qu'il ne comprend pas.
Donc, quand on veut faire de la publicité, quand on veut faire de la communication, quand on veut faire de la vente, quel que soit le type d'approche, que ce soit de la communication commerciale, de la communication sociale, de la communication politique, tout ce que vous voulez, on commence d'abord par se faire connaître et se faire comprendre. Donc le premier A de attention règle ces deux aspects. Il faut se faire connaître. Si vous ne vous battez pas pour que les gens connaissent votre existence, sachent de quoi est fait votre produit, ça n'aura aucun intérêt pour eux. Donc, se battre pour ça. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les plans de communication, dans les stratégies de communication, le premier objectif généralement visé quand on lance un produit, une marque, une entreprise ou quelque chose comme ça, le premier objectif qu'on vise, c'est l'objectif de notoriété, ça veut se faire connaître. Et quand on n'est pas connu, ça pose un problème. Au point que d'ailleurs, des études avaient montré, en tout cas dans les années 90, qu'il y avait un lien très très important entre la position de marché d'un produit, sa position dans la hiérarchie du marché, sa part de marché si vous voulez, et notamment ce qu'on appelle sa notoriété top of mind. On considérait qu'une entreprise qui a une notoriété top of mind, c'est-à-dire la notoriété top of mind d'un produit, c'est quand vous demandez à des gens, est-ce que vous connaissez par exemple, je ne sais pas, des marques d'ordinateurs, quelles sont les marques que vous connaissez et que la personne spontanément signe tout de suite ou bien vous donne tout de suite une marque. Donc ça, c'est une notoriété qui vient en premier dans la tête de l'individu. Parce qu'il y a trois niveaux de notoriété. Il y a la notoriété top of mind, il y a la notoriété assistée et il y a l'absence complètement de notoriété. Voilà. Bon. Mais ça, c'est autre chose, c'est dans l'évaluation de la communication. C'est juste pour dire que les marques qui arrivent en premier dans l'esprit du consommateur, généralement, quand on regarde leur part de marché, elles sont aussi leaders du marché. C'est pas pour rien que des entreprises comme Coca-Cola sont battues pendant très très longtemps pour être partout. Hein. On raconte souvent l'anecdote des Jeux Olympiques, je crois, de 84, je crois, en tout cas c'est les Jeux d'Atlanta, où Coca-Cola avait de sérieux problèmes pour pouvoir être très très bien placé. Et à un certain moment, Coca-Cola ne s'est pas fatigué. Ils ont payé, je crois, plus de 600 millions de dollars pour être le sponsor, notamment majeur, de l'événement à Atlanta. Voilà. Et ils ont tout fait pour que leurs concurrents, Pepsi, ne soient jamais là. Et vous voyez aujourd'hui les sommes que les gens mettent, c'est pas pour vendre des produits simplement, c'est surtout pour atteindre cette notoriété top of mind. Et le lien entre notoriété et part de marché a été, en tout cas, établi. C'est pas systématique, hein, mais ça a été établi. Je dois dire que des chercheurs comme le professeur Dankoko du laboratoire de marketing se battent depuis quelques années, je crois qu'ils sont toujours dans la phase de recherche, pour développer un concept assez innovant qui s'appelle le concept, je crois, de disponibilité perçue. Je crois qu'on a eu l'occasion d'en discuter une fois. Je l'avais dit, mais professeur, c'est génial parce que la disponibilité est physique et la perception est psychologique. Et il m'avait dit, ben, la problématique, c'est simple, c'est que les gens, quelquefois, ils perçoivent une entreprise comme étant très forte, alors que dans la réalité, elle ne l'est pas. Bon, je crois qu'il est en train de faire ses travaux et j'espère qu'il partagera ses travaux avec nous tous pour qu'on puisse nous aussi s'enrichir de ce savoir-là. Bien, ça c'est une parenthèse. Juste donc pour dire que quand on ne connaît pas quelque chose, on n'a pas tendance à vouloir l'acheter ou à penser même pouvoir l'acheter. Il faut donc qu'on puisse le savoir. Ça, c'est très, très important. Donc, la notoriété est très importante. Elle est liée au A de attention. Donc, faites tout pour que votre produit soit connu. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans l'approche publicitaire, pendant longtemps, avant, dans l'approche allemande, dans l'approche américaine, en tout cas, les gens ont toujours pensé que la réclame peut être une bonne approche. C'est-à-dire que quand un produit est nouveau, que les gens ne connaissent pas, il faut marteler le même message de manière importante, avec comme idée derrière que les gens retiennent le message et retiennent ce qu'on appelle le territoire de marque de l'entreprise. Le territoire de marque, c'est le nom de marque, c'est éventuellement les signaux, le logo, etc. C'est les signaux sonores, ce qu'on appelle les jingles. C'est les couleurs, en fait. C'est le graphisme. C'est aussi ce qu'on appelle la signature de la marque ou le slogan publicitaire. Tous ces éléments-là, si on le martèle beaucoup pour un produit nouveau ou pour une entreprise nouvelle, ça permet en fait de pouvoir créer une bonne notoriété. C'est pourquoi souvent on ne conseille pas aux gens de faire beaucoup de redondance en phase de lancement. Parce que quand quelque chose est nouveau et que vous le présentez sous plusieurs angles, vous brouillez les pistes. Alors qu'il est important que les gens gardent à l'esprit que ce produit existe, ce produit est nouveau, on le connaît, etc. C'est pourquoi la réclame est très, très, très importantes notamment, on tape ici sur la répétition. Voilà, bien. Donc ça, c'est vraiment pour le premier A qui est extrêmement
important, donc c'est l'attention. Et remarquons-le, nous tous d'ailleurs, quand on veut acheter quelque chose et on ne connaît pas un produit, généralement, on n'y fait pas référence. Ça n'entre même pas dans notre processus de filtrage. Donc il est important au départ de penser à l'attention. En tout cas, quand on cherche à vouloir influencer unilatéralement des gens. Donc l'attention. Deuxième élément, c'est l'intérêt. Parce que ça ne sert à rien seulement de savoir. Quand vous me dites, OK, vous avez un produit qui est nouveau, ou bien vous avez une marque de téléphone qui est nouvelle, ou vous avez une entreprise nouvelle, ou vous faites une prestation ou un restaurant nouveau, tout ça c'est très bien pour moi. Mais what is in it for me? Qu'est-ce qu'il y a de bien dedans? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi les caractéristiques? Qu'est-ce que je peux y gagner? OK? Qu'est-ce que je peux y trouver? Et c'est là notamment qu'il est important, quand on présente un nouveau produit, de ne pas seulement s'arrêter à présenter le nouveau produit. Voilà. Pour revenir un peu d'ailleurs en arrière sur l'attention, une des stratégies utilisées souvent pour attirer l'attention, c'est ce qu'on appelle le teasing. Le teasing, c'est une méthode utilisée depuis très très longtemps, mais Mercedes dans les années 90, en voulant lancer la classe A, parce que c'était la première fois que Mercedes lançait une voiture petite en fait, par rapport bien sûr à ces grosses voitures, ça a été un coup extrêmement compliqué pour eux, et ils ont dû faire ce qu'on appelle du teasing, ce qu'on appelle du marketing des dialogues pour voir est-ce que ça passera ou pas, etc. Mais depuis lors, au Sénégal, vous le voyez, quelquefois vous voyez une marque bleue, du bleu partout, où il n'y a absolument rien. Les gens se disent c'est quoi le bleu, c'est quoi ce bleu-là. Ensuite, vous voyez Tigo, ah c'est Tigo, etc. De toute façon, il y a beaucoup d'entreprises qui, depuis maintenant plusieurs années, utilisent ce système de teasing qui est assez intéressant. Et le teasing a justement l'intérêt de pouvoir frapper l'attention. Mais quand vous frappez l'attention, c'est une chose. Deuxième élément, maintenant, c'est de donner un contenu pour susciter l'intérêt du client. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, pour donner l'intérêt, il est important de présenter les caractéristiques de votre produit ou de votre service. Mais si vous ne donnez pas les caractéristiques, ça pose un vrai problème. Voilà. Je regardais, je crois que c'était un post de Lucie Sarr ou de Anne-Marie Fall, je ne sais pas, j'ai lu ça comme ça, avec beaucoup de sourire d'ailleurs. Et en fait, il faisait référence à ces gens qui, sur Facebook, par exemple, font des publications pour dire on vend des produits ou des services et après ils ne donnent pas le prix. Alors tout le monde se met à dire c'est où, ça coûte combien, ça coûte combien. Ensuite ils vous disent inbox. Mais en fin de compte, les gens n'achètent pas. Parce que vous les avez attirés, il y a peut-être une belle vidéo ou il y a peut-être une belle présentation, les gens regardent, ils sont très intéressés, mais derrière vous ne leur dites pas les caractéristiques du produit. Et parmi les caractéristiques, il y a le prix, il y a les modalités de livraison et tout. Donc quand vous ne leur dites pas, peut-être qu'eux, ils ne vont pas prendre le temps aussi de vous envoyer des messages, demander, faire des allers-retours, etc. Et ça vous fait une grosse perte pour ça. Donc attirer, c'est bien, l'attention. Deuxième élément, susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt, c'est présenter d'abord les caractéristiques du produit. D'accord? Donc troisième élément de la démarche du AIDA, c'est notamment de susciter le désir. Parce que les caractéristiques de votre produit sortent en fait l'argumentaire de manière générale. C'est-à-dire que de manière générale, vous sortez quels sont les avantages que vous avez par rapport aux concurrents. Donc ça, c'est très important. En argumentaire, c'est ce qu'on fait. On dit, voilà les avantages que j'ai par rapport à la concurrence, voilà les avantages que j'ai par rapport à l'offre actuelle, voilà ce que je fais de manière particulière ou ce que je fais que les autres ne font pas. Ça attire l'intérêt. Maintenant, vous vous adressez à un individu ou à ce qu'on appelle un segment de marché ou à ce qu'on appelle même un micro-segment de marché. Parce que la communication, soit elle est individuelle, soit elle est micro-segmentée, soit elle est segmentée. Donc, quand vous vous adressez à un segment particulier ou à un individu particulier, il est important d'adapter le discours. Il ne s'agit pas seulement de dire j'ai de grands avantages, mais j'ai des avantages qui justement sont faits pour vous. Et c'est là que vous suscitez un désir. Quand vous déclinez l'avantage par rapport aux préoccupations, aux besoins, aux motivations particulières d'un groupe cible ou d'un individu, cet individu se sent concerné et se dit voilà la solution que j'attendais. Et là, vous déclenchez ce qu'on appelle le désir. Et quand vous déclenchez le désir, normalement, enfin logiquement, ça va découler vers ce qu'on appelle l'achat ou l'action ou l'adhésion. On peut utiliser beaucoup de mots là-dessus, mais ce qu'on veut, c'est que la personne arrive à épouser le discours et se sente complètement séduit. Que cette séduction maintenant se traduise par un achat, par une préconisation ou autre chose. On attend que l'individu puisse avoir envie d'acheter ou d'adhérer au discours que vous lui présentez. Alors, quand vous regardez AIDA comme ça, c'est très joli. Attention, intérêt, désir, achat. Mais quand vous le regardez bien, ça correspond aux 3 niveaux des attitudes. C'est-à-dire, pour pouvoir convaincre quelqu'un ou en tout cas séduire quelqu'un, je parle du marketing bien sûr, dans la publicité, dans la communication, dans la dimension commerciale, l'argumentaire, etc., c'est d'abord notamment travailler sur le cognitif,
faire connaître votre produit, présenter les caractéristiques de votre produit. Donc le A et le I correspondent notamment au cognitif. Quand je connais votre produit, son existence, et que je comprenne les caractéristiques et l'intérêt de votre produit, je suis dans le A, le cognitif, je connais votre produit. Deuxième niveau, maintenant je passe à susciter une envie d'acheter, le désir. Le désir donc va correspondre au deuxième niveau de filtrage qui est notamment l'affectif. L'affectif, c'est le lieu des sentiments où on aime ou on n'aime pas. Donc c'est ça. Donc, la perception, l'image, le feedback peut être positif ou négatif. Quoi qu'il en soit, quand on connaît le produit et qu'on a envie et que ça nous plaise ou pas, on passe à une troisième étape, c'est le conatif. Le conatif, notamment, c'est justement cette partie où de acheter ou adhérer, notamment. Acheter, adhérer ou agir. Donc, dans cette partie A, là, on est dans le conatif. Le conatif, c'est la disposition à agir ou ne pas à agir. Voilà. Donc là, on est dans la décision de faire ou de ne pas faire. Voilà. Et dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est qu'au niveau cognitif, on donne la bonne information, on présente les belles caractéristiques pour justement entraîner un affectif positif que l'individu ait envie. Et quand l'affectif est positif, ça nous amène vers notamment la troisième étape, l'individu a envie d'acheter. Et c'est là qu'il va maintenant continuer son processus d'achat et aller non plus maintenant dans la psychologie, mais être dans les comportements d'achat, le choix du lieu d'achat, etc. D'accord? Voilà. Alors, cette approche AIDA a été affinée, notamment, vous connaissez le modèle Dagmar, il y a beaucoup de modèles comme ça qui ont été faits sur la base du processus, notamment du modèle, en tout cas, pas du modèle AIDA, mais du modèle ou bien de la théorie de la hiérarchie des effets, en disant que pour séduire, pour convaincre, c'est cognitif, affectif, conatif. Attention, intérêt, désir, achat. L'achat étant une conséquence et non pas une quatrième étape. Voilà. Labitsch et Steiner ont fait en tout cas, ont modélisé très très bien cette méthode-là en mettant en relation de manière parfaite notamment l'impact de la communication par rapport notamment au niveau de la hiérarchie des effets, le modèle de Labitsch et Steiner que certainement vous avez dans vos documents ou que vous avez certainement déjà bien présenté. Voilà. Bien. Donc ce modèle est très utilisé au Sénégal dans beaucoup d'approches de communication. Quand j'ai regardé les stratégies de communication proposées par l'UNICEF, par les programmes SIDA, etc., beaucoup de programmes de marketing sociaux utilisent notamment ces méthodes. Par exemple, quand vous allez dans le SIDA, on parle de EDSCOM, etc. Ça vraiment, on fait toujours référence à cette approche, notamment AIDA, qui est une approche unilatérale de conviction de l'autre. Il faut très très bien le comprendre. Voilà, bien. Maintenant, dans l'univers de l'Internet, dans l'univers des réseaux sociaux, où le consommateur n'est plus quelqu'un qui abreuve des informations, mais quelqu'un qui participe dans la création d'informations et qui lui-même est le générateur de l'information, de la communication, il va de soi que le modèle AIDA n'est pas forcément le modèle le plus percutant pour pouvoir notamment convaincre la clientèle. Et ça, c'est très important. Il y a un changement de paradigme qui est très important. Aujourd'hui, les entreprises qui réussissent, ce sont les entreprises qui partent de l'expérience de leurs clients, de la communication de leurs clients, des messages de leurs clients. Ce n'est pas pour rien que les entreprises financent aujourd'hui énormément d'influenceurs. Voilà, parce qu'ils se disent que les influenceurs, ce n'est pas des stars, c'est des gens qui sont dans un groupe, qui les écoutent, qui les comprennent. Ils préfèrent en fait les utiliser pour écouter. Donc les influenceurs, quelquefois, font des posts, donnent des points de vue, mais derrière, il y a peut-être des milliers, des centaines de réactions qui nous permettent de voir comment est-ce que l'information est perçue, comment est-ce qu'elle est comprise, est-ce qu'on peut l'utiliser. Voilà. Quelquefois aussi, il y a tout simplement des choses très simples. C'est des gens qui, en fait, vont envoyer des vidéos qui deviennent virales. Tout le monde aime ça parce que ça fait rire, parce que y a un design particulier, parce qu'il y a des activités qui sont belles, les gens aiment, etc. Et quelquefois, les publicitaires vont acheter notamment ces types de contenus-là pour pouvoir les adapter ensuite à la communication. De sorte que, pendant longtemps, on a parlé de B2C, Business to Consumer. Aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus, on parle de C2B, de Consumer to Business. De plus en plus, aujourd'hui, c'est le consommateur qui influence notamment l'approche communicationnelle, notamment de l'entreprise. Et je crois que c'est une exigence dans un monde où on n'est plus dans une communication unilatérale, mais on est dans l'échange, on est notamment dans l'interactif notamment. Et ça nécessite qu'on puisse écouter l'autre, connaître son contexte, etc.
L'autre aspect, c'est que pendant longtemps, on était dans l'approche segmentée, c'est-à-dire on parlait de segments de marché, les marchés segmentés, enfin, marché indifférencié, je crois que ça n'existe pas, mais des marchés segmentés, il y a le segment des jeunes, le segment des vieux, etc. Mais le développement de l'Internet, des réseaux sociaux et tout ça a montré qu'aujourd'hui, même l'approche segmentée peut être une approche plus ou moins ringarde. Et le développement du CRM a été lié à ça, ce qu'on appelle de mass customization, c'est-à-dire la personnalisation de masse. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à avoir des millions de consommateurs, mais à personnaliser l'approche. Pourquoi? Parce qu'on a les outils, on a les moyens à travers l'Internet, etc., à travers les réseaux sociaux, à travers l'email, à travers les SMS. On peut réellement personnaliser la communication pour chacun de nos millions de consommateurs. Et tous ne sont pas les mêmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de publicité, on peut faire de la publicité, mais pour optimiser la communication, en certains moments, on est obligé de partir de l'expérience, des savoirs, des centres d'intérêt des clients pour pouvoir notamment utiliser ces éléments afin de les influencer. Voilà, bien. Donc, c'est l'économie de ce que je voulais partager avec vous. Je n'ai pas pu faire entrer l'iBombasec parce que je suis très nul là-dessus. Je vais essayer de regarder par contre ce que je prends comme commentaire, voilà, c'est bête en fait, j'aurais vraiment voulu parler directement avec le public. Alors il y a Sanou Ndiaye, mon cousin, ami, promo à l'école militaire, le charmant président de No Stressland. Je note les cours, les 3 étapes cognitifs, affectifs, etc. Top of mind, tu me ramènes 24 ans en arrière. Tu es encore très très jeune, voilà, de Sanou. Hein, donc de toute façon, la connaissance n'est que réminiscence, comme disait l'autre. Voilà. Donc je salue le grand Saint-Lusien du jour, Laïb Ambasek, je te salue. Je salue l'excellent Khalifa Diaby qui fait une présentation il a fait une bonne présentation sur le plan de communication et je crois qu'il a un peu traité aussi ces aspects. Bien sûr, mes amitiés et mon respect aussi à Massignan aussi notamment, je crois qu'il a fait de très très belles choses et qui continue lui aussi à travailler là-dessus. Voilà, bien. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il y a une interconnexion importante de l'ensemble des disciplines sur lesquelles nous travaillons et que sur des concepts comme AIDA, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines, dans le marketing social, dans le marketing commercial, dans l'approche, dans la vente, on peut l'utiliser dans l'accueil, on l'utilise dans plusieurs choses. C'est pourquoi quelquefois aussi la connaissance et la compréhension des concepts peut être très importante parce que AIDA c'est une méthode parmi d'autres, mais une méthode qui entre dans le cadre de ce qu'on appelle les méthodes de la hiérarchie des effets, où l'objet c'est d'influencer unilatéralement quelqu'un, c'est très important. Mais dans l'approche moderne où nous sommes, la méthode AIDA peut marcher dans beaucoup de cas, mais dans certains cas, ça, dans le cas d'une concurrence ou d'un développement de produit, il est important de privilégier d'autres appuis, d'autres approches du moins, qui sont des approches disruptives, ou plutôt que de se dire je connais, je sais comment influencer les clients, on part de l'expérience, des compétences, des connaissances, du contexte et du centre d'intérêt du client pour savoir comment notamment l'attirer vers nous et lui faire choisir notre produit. Voilà, bien. Donc, c'était l'économie de notre échange de ce soir. J'espère qu'on se reverra très très bientôt. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Partagez les vidéos si vous pensez qu'elles sont utiles. Échangez. Voilà, utilisons aussi les autres canaux de discussion. Voilà, je souhaite un bon séjour à Live Ambassade, que je souhaite de très très belles choses à l'ensemble de l'équipe, des membres, des intervenants et des spectateurs, bien sûr, charmants spectateurs de Marketing TV Monde. Voilà. J'espère vous retrouver très très bientôt. On va essayer de travailler sur des approches comme ça, où on prend des petits trucs sur lesquels on échange pendant 30 minutes. Je crois que ça nous fait gagner beaucoup plus de temps et ça permet d'être un peu plus clair. Voilà. S'il y a des questions, des contributions, mettez-les parce qu'on assure aussi le service après-vente. Live Ambassade est extrêmement fort là-dessus. Voilà. Passez une très très belle soirée. Voilà, et à très bientôt. Merci. Bonne fin de semaine aussi. Merci.